Bonjour et bienvenue autour des startups Deep Tech du numérique créées au sein de INRIA et Lauria. La recherche crée de la technologie et la technologie est le socle naturel de la création de startups Deep Tech. Nous allons découvrir 3 startups qui proposent des solutions qui ont la sécurité de vos données dans leur ADN. Permettez-moi de vous présenter nos invités qui les représentent aujourd'hui. Arnaud Laprévost, dirigeant de Libero.net, propose à tout utilisateur qui veut échanger avec un groupe de partenaires des documents et messages confidentiels de créer une salle secrète protégée par une solution de chiffrement de bout en bout. La récupération de la clé d'accès à cette salle secrète est aussi très innovante et inviolable. Abdelkader Lafmadi, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, qui a contribué au développement de la technologie Scuba, est membre fondateur de la future société Sibai, qui verra jour très prochainement. La technologie Scuba permet de créer automatiquement, de détecter automatiquement les talons d'Achille des systèmes d'information pour se protéger contre les cyberattaques complexes. Et Régis Lost, dirigeant de Cyberdetect, société qui s'appuie sur la technologie Gorille pour résoudre des problématiques spécifiques de ses clients. C'est une sorte de test PCR pour la cybersécurité qui permet de détecter des menaces malveillantes avec un cran d'avance sur les outils de protection classiques. Pour cette table ronde, nous nous placerons sur l'angle des ressources humaines et demanderons à nos invités de nous expliquer quelles sont les compétences clés qui sont indispensables pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc, on commence par Arnaud. Expliquez-nous, Arnaud, quelles sont les compétences clés chez Libero.net qui vous ont permis de créer et commercialiser cette solution. Bonjour à tous. Je ne vais pas du tout faire ce qu'on me demande. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresserait, ça serait déjà de savoir pourquoi vous êtes venu, quel profil vous avez, qu'est-ce que vous attendez de la conf. Donc si vous pouvez me dire comme ça, pas ceux qui sont... on a ramené notre claque à nous, mais les autres, ce que vous pouvez nous dire. Oui, je pense que ça serait bien qu'on garde les questions pour la fin, Arnaud. Oui, j'aime bien je ne suis pas contre la créativité. Oui, pareil pour une veille, pour voir un peu ce qui se fait. On n'entend pas en fait, Arnaud. Alors donc on a, pour s'informer, pour faire une veille, on va continuer quand même. Monsieur ? Pour une veille et traiter les questions de cybersécurité pour les entreprises. Et savoir ce que vous pouvez nous apporter. Ok, éclairage. Très bien. Juste savoir ce que vous pouvez nous apporter. Oui, pareil, découvrir un peu en général. Je suis étudiant en intelligence économique et j'aimerais me renseigner un petit peu sur ce que vous faites. Pour vous découvrir et le plaisir de vous entendre. Très bien. La découverte du thème cybersécurité. Très bien, d'accord. Bon, ceux qui sont au fond, on ne saura pas. Donc, les compétences, si je comprends bien, la première, c'est la créativité, c'est ça, l'innovation, la disruption, pour proposer une solution innovante. La discipline, oui. Dans la cybersécurité, je pense qu'il y a besoin un peu de discipline, oui. Non, en fait, le premier point important quand on fait une start-up, c'est de répondre à un besoin. Donc, si on ne sait pas quel est le besoin de l'audience, on ne peut pas répondre aux besoins. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi ils sont venus. Donc, bon, je vais présenter rapidement Libero.net. Libero.net, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 et on est parti en fait d'un brevet INRIA CNRS autour d'un séquestre numérique à quorum.
Alors, ça peut paraître compliqué, mais l'idée d'un séquestre, hein, c'est un truc dans lequel vous pouvez mettre des informations et vous ne pouvez pas les enlever. Et vous ne pouvez pas les lire non plus, parce qu'il est numérique. Et pour accéder à l'information, il faut que vous ayez un quorum à l'intérieur d'un groupe d'administrateurs de secrets qui vous donne l'autorisation d'accès. Et la grande caractéristique du système, c'est qu'en fait, ces personnes qui vous donnent le droit d'accéder à un secret n'ont pas accès au secret. Et c'est des trucs cryptographiques compliqués qui viennent du vote électronique. Nous, on n'a pas utilisé ça directement. On a utilisé cette technologie pour pouvoir gérer, on va dire, les clés de chiffrement à l'intérieur d'un système de data room chiffré. Donc un système web, c'est un site web. Vous connectez au site et vous pouvez créer ce que nous on appelle des coffres, des data rooms. Et dans les data rooms, vous mettez des documents, vous mettez des commentaires, vous donnez des autorisations d'accès. Et les personnes qui accèdent toujours par le web, par un simple navigateur, sans plugin, sans rien, vont pouvoir accéder aux fichiers, mais l'accès est chiffré de bout en bout. Ça signifie en particulier que les administrateurs du site, nous par exemple, nous ne pouvons pas accéder aux contenus qui sont échangés, partagés entre les différentes personnes. Ça, c'est une caractéristique clé d'un système de chiffrement. Et on utilise cette histoire de quorum quand les gens perdent leur mot de passe. Parce que si vous perdez votre mot de passe, vous perdez votre clé de chiffrement. Et si vous avez perdu votre clé, vous ne pouvez plus accéder au contenu chiffré. Donc on utilise le système à quorum pour redonner la clé aux personnes quand elles l'ont perdue, pour leur redonner non pas la clé, mais l'accès en fait au système, à leur contenu. Donc c'est comme ça qu'on a utilisé cette technologie. Donc le besoin, il est simple, c'est de l'échange de fichiers, ce que vous faites avec Dropbox, Google Drive, sauf que là, c'est chiffré de bout en bout, avec un système qui permet de gérer les pertes de clés. Voilà. Donc une chambre secrète hein, où vous pouvez échanger des documents confidentiels, qui restent confidentiels, qui sont chiffrés, qui sont invisibles de l'extérieur, et une clé. En fait, avec un quorum. Monica explique ça très bien. Elle dit qu'en fait, vous ouvrez un coffre-fort, les gens qui doivent travailler à l'intérieur rentrent dans le coffre-fort et travaillent sur les documents qui sont dans le coffre-fort. Voilà. Et personne d'autre ne peut accéder aux documents, y compris les gens qui possèdent, si je puis dire, la salle dans laquelle il y a le coffre-fort. Et pour les compétences, en fait, compétences qui sont nécessaires pour la start-up. Alors nous, en fait, on a la compétence, elle est double. En fait, elle est autour du développement web, donc toutes les technologies habituelles, JavaScript et autres, React, Node, tout ça. Et puis l'autre compétence, c'est une compétence évidemment autour de tout ce qui est chiffrement, parce qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi là-dedans. Mais c'est le but de notre système, c'est que le chiffrement pour les utilisateurs soit totalement invisible. Il est là, il nous permet de donner des garanties, mais il est invisible pour l'utilisateur. Merci Arnaud. Nous allons continuer avec Abdelkader. Et est-ce que, Abdelkader, tu peux nous dire quelles sont les expertises clés que la future société Cibaï devrait avoir en interne pour porter la technologie Scuba sur le marché? D'accord. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais être un peu plus discipliné qu'Arnaud, donc je ne suis pas comme lui. Je ne vais pas vous poser des questions ou quoi que ce soit, mais après, vous aurez la parole, hein, c'est sûr, pour échanger à ce sujet. Moi je suis enseignant-chercheur, donc je viens d'un monde plutôt académique, où je fais de la recherche sur la cybersécurité. Avec d'autres collègues, Frédéric Beck au fait aussi c'est présent, contributeur dans le développement de Scuba. Alors comme l'a dit Arnaud, je suis tout à fait d'accord avec lui, lorsqu'on veut construire une solution, il faut un besoin. Et un besoin pour un client, parce que là on va aller plutôt... l'industrie, c'est pas comme l'académie, hein, je veux dire, c'est pas comme la recherche scientifique. On se pose plutôt, c'est pas des besoins, plutôt au fait des questions de recherche. La démarche, au fait, elle est différente. On ne raisonne pas dans la recherche, au fait, sur les besoins d'un client, parce qu'on ne construit pas des produits.
Donc on fait de la recherche scientifique, il y a des questions de recherche qu'on pose, et à partir de ça, en fait, on fait une démarche scientifique. Scuba, donc on a fait les deux. Donc on a vécu, au fait, les deux expériences. On a commencé par la partie recherche. Donc Scuba, c'est issu, au fait, de la recherche. On avait des questions de recherche, et la question, c'était comment j'automatise, au fait, la cybersécurité. Alors pourquoi, en fait, cette question, elle est importante? On est parti quand même, c'est vrai, c'était un peu biaisé, parce qu'on est parti quand même sur un constat industriel, qui est la pénurie ou la rareté, au fait, des experts en cybersécurité. C'est très peu, au fait, les gens qui maîtrisent, et c'est le marché qui parle, hein, je veux dire, c'est le marché de la cybersécurité qui parle. On ne trouve pas facilement, au fait, des gens qui sont très experts en cybersécurité, pour plusieurs raisons. Peut-être il y a des formations, mais peut-être il faut encore plus de temps pour former les gens. Et il faut aussi être pointu, il faut être expert, il faut être un peu tout. En fait, quelqu'un qui fait de la cybersécurité, il faut qu'il ait déjà un background, en fait, derrière. Il faut qu'il ait des bases. Il ne peut pas atterrir dans la cybersécurité sachant que peut-être elle n'a pas fait de l'informatique, elle n'a pas fait de l'algorithmique, elle n'a pas fait du réseau. Après, il peut spécialiser, hein, ça c'est sûr. Mais il faut quand même, au fait, des acquis et parfois de l'expérience. Et pour former ces gens-là, en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc nous, on est parti sur ce constat. On me dit, bon, c'est vrai, on n'a pas beaucoup, même nous, en termes de recherche, de chercheurs, en fait, il n'y en a pas beaucoup non plus. Comment, en fait, on va répondre à ces besoins en sécurité? Vous voyez, les attaques, il y a de plus en plus, surtout avec les objets connectés. On voit, en fait, dans les médias, tout le temps, des ransomware, même dans les hôpitaux, pendant la crise Covid, on l'a vécu, on l'a vu. Tout ça, en fait, ça montre qu'il y a vraiment, en fait, une manque de humains pour réaliser, en fait, les opérations de la cybersécurité. Et pour cette raison, en fait, on est allé vers cette direction pour développer des solutions qui permettent, en fait, d'automatiser les opérations de la cybersécurité. Et d'où, en fait, on a construit Scuba. Alors, Scuba, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on ne automatise pas toute la cybersécurité, ça c'est très large, ça nécessite peut-être des années, c'est pas que nous, il y aura d'autres acteurs aussi sûrement. Nous, en fait, on se focalisait sur la partie analyse des risques et audit automatisé, c'est-à-dire comment je certifie et qualifie, en fait, la sécurité d'un système, en particulier un objet connecté. Donc ça, c'est une première fonctionnalité qu'on a développée à partir des algorithmes, en fait, d'intelligence artificielle entre guillemets et apprentissage automatique qui permettent, au fait, d'automatiser cette tâche d'audit, c'est-à-dire donner, au fait, pour simplifier, hein, c'est pas très technique le discours, c'est je donne, au fait, un score, c'est-à-dire j'ai mon objet connecté, je l'ai acheté, au fait, chez un commerçant ou je suis un industriel, je vais mettre en place des objets connectés, des capteurs, des actionnaires, des automates programmables dans mon chaîne industriel. Quel est, au fait, le score de sécurité de cet objet? Alors, c'est comme les labels énergétiques, c'est-à-dire c'est entre peut-être 0 et 10 avec le colère, si vous voulez. Et nous, en fait, ce sera aussi pareil, entre 0 et 10. 0, il n'est pas du tout sécurisé, c'est-à-dire, bon, grand danger. 10, au fait, il est sécurisé. Et c'est ça, en fait, ce score-là qu'on arrive, au fait, à calculer automatiquement. Donc, il y a des recettes, au fait, des critères de contrôle, de sécurité qui sont implémentés dans notre moteur. Nous avons des algorithmes, au fait, qui vont aller chercher les informations d'une manière, entre guillemets, intelligente, mais il n'y a pas d'intelligence, au fait, pour de vrai. Et après, au fait, à la fin, on obtient un score, au fait, et des rapports qui permettent aux opérateurs de faire les bons choix. Est-ce que j'installe ça, je mets ça, je ne mets pas, ainsi de suite. Donc ça, c'est une brique, au fait, qu'on a développée, qui est issue vraiment de nos travaux de recherche. Et après, au fait, on a développé une autre, qu'on appelle, au fait, ce qu'on appelle, c'est un terme très récent, et c'est peut-être nous le premier à l'utiliser, c'est le chaînage des vulnérabilités, au fait. C'est, alors, pour simplifier, comment c'est mettre dans la tête d'un attaquant et, au fait, trouver le schéma d'attaque. C'est-à-dire, au fait, on identifie a priori les attaques, au fait, potentielles sur un système. Pareil, c'est grâce à l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, et là, je réponds un peu sur les expertises et les compétences. Surtout, au fait, pour automatiser, il y a quand même une compétence forte, nous, qu'on a dans l'équipe de recherche qui s'appelle Resist, au fait, auquel j'appartiens. C'est, au fait, l'apprentissage automatique. Alors, l'IA, j'aime pas trop les mots, mais bon, c'est un mot un peu moderne, et puis c'est sympa, c'est peut-être, entre guillemets, sexy aussi, ça fait vendre, au fait, des choses. Mais c'est pas une question, au fait, vraiment d'intelligence, au fait. Il y a de l'apprentissage, au fait. C'est pour ça, moi, je parle d'automatisation. Je préfère les termes automatisation, au fait, qu'intelligence artificielle. On automatise, au fait, des tâches, donc des choses qui nécessitent un humain, qui a un coût, hein. Un humain, au fait, il a un coût. Il n'est pas aussi disponible parfois. Il peut avoir aussi ces petits problèmes de temps en temps. Donc voilà, on automatise, au fait, les tâches qui sont possibles. D'autres tâches, probablement, seront toujours avec des humains, hein, on ne va pas l'exclure. Ce n'est pas l'objectif, hein, on n'est pas
sur des systèmes de type robotique, on dégage les humains, peut-être même pas. C'est plutôt aider les humains à prendre les bonnes décisions et trouver la bonne stratégie pour maintenir la sécurité. C'est-à-dire maintenir un niveau de sécurité dans son système. Et typiquement, c'est ça qu'elle propose Scuba. Merci Abdelkader. Si je peux faire un peu un résumé, en fait, un système d'information comprend des composants, différents composants, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des IoT. Et l'idée, c'est que Scuba puisse détecter les talons d'Achille, c'est les failles par lesquelles en fait, un attaquant peut entrer dans le système. Et après, les chaînages, c'est quelle route il va prendre pour accéder à votre information. Merci. Voilà. Merci. Je vous en prie, Et on passe maintenant à Régis. Et Régis, est-ce qu'on parle des compétences clés, si vous voulez, de développement je vais répondre à ta question, Monica, t'inquiète pas. Société Cyberdetect et de la technologie Gori. Et j'aimerais bien que vous, éventuellement, vous mettez on dit un Gori qui vous veut du bien. Exactement, c'est une partie de notre slogan. Je pense que vous avez de la chance parce que vous avez en face de vous 3 startups qui sont à 3 phases différentes de leur développement et qui ont des besoins humains qui sont différents en fonction de ce moment de leur développement. Cyberdetect existe depuis 2017. Je ne suis pas le président d'origine, moi j'ai repris la présidence il y a 1 an et demi. Cyberdetect, c'est une société qui co-commercialise, on l'a dit, et qui développe un logiciel qui s'appelle Gori, qui est également un logiciel qui vient de la recherche, on vient du lauréat. Et il répond à une problématique très simple qui est aujourd'hui la sécurité globale, la cybersécurité globale, elle n'existe pas. Il y a toujours des trous dans la raquette. Et les antivirus que vous avez sur vos postes, les EDR, qui sont des antivirus un peu, enfin c'est plus que des antivirus, mais plutôt dédiés aux grandes entreprises, ont aussi des trous dans la raquette et il y a des problématiques auxquelles elles ne répondent pas. Je vais faire ça très simple. Un antivirus classique qui fonctionne avec la signature d'un fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un a été attaqué, on a récupéré le fichier qui est responsable, l'exécutable qui est responsable de cette attaque, et on en a créé la signature. L'antivirus revient demain. Ah, j'ai déjà vu ce fichier-là, il est malveillant, je le bloque. Nos amis pirates informatiques, nos amis hackers, ils sont quand même un petit peu plus malins que ça. Donc au lieu de réutiliser systématiquement les mêmes exécutables, les mêmes fichiers, ils les modifient. Ça tombe bien, on est dans la crise du Covid, on parle de variants. On fait modifier juste un octet, un bit. On modifie une fonction. Eh ben, je vous garantis que si vous modifiez une fonction d'un virus connu, il n'y a plus, si vous êtes le premier, il n'y a plus aucun antivirus qui le voit. Alors je ne veux pas vous faire peur, hein. La peur fait vendre un petit peu, mais bon, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Le postulat de base de Cyberdetect, c'est de ne pas s'intéresser à la signature, mais de s'intéresser à la morphologie de ce virus-là. Je reprends ce même fichier dont je parle, je le décompose, je reprends ses instructions, et dans ces instructions, je vais aller récupérer quelles sont les instructions qui sont malveillantes. Donc j'ai des tout petits morceaux de code d'exécution qui sont des tout petits morceaux de code malveillants, et c'est ça que le logiciel Gori va aller récupérer. Pas la forme complète du virus, mais simplement ces petits morceaux d'instructions. Alors, c'est assez simple je dirais dans l'idée, c'est un peu plus compliqué dans la mise en œuvre, c'est des années de recherche au lauréat, mais c'est aujourd'hui un logiciel qui fonctionne bien, qui s'appelle Gori, qui est décomposé en 3 versions. Une version expert qui est pour les reverseurs, les grands spécialistes de cybersécurité, qui eux vont aller complètement au fond d'un exécutable et voir ce qu'il y a dedans, voir ce qui est vraiment méchant, ce qui n'est pas méchant, et puis essayer de voir de qui ça vient. L'attribution, c'est un peu de la science-fiction encore aujourd'hui, mais d'avoir un exécutable, savoir qui est-ce qui m'a attaqué, il y a beaucoup de gens qui payent très cher pour savoir ça. Et puis comme on s'est rendu compte que ces reverseurs, il n'y en avait quand même pas tant que ça, on a déployé notre Gori sur une version cloud, donc une version en ligne, une version qui s'exécute sur un serveur, plutôt à destination des grandes entreprises. Et puis là, on est en partenariat avec des grosses boîtes de sécurité pour vendre notre Gori Cloud à différentes sociétés.
Et comme on est toujours à l'écoute de ce que veulent nos clients, on a été interrogé il y a quelques mois par une très grosse administration qui travaillait avec un prestataire, et ce prestataire s'est fait attaquer par un virus très méchant, qui s'appelle Ryuk. Et leur question, ça a été ok, je vois rien là pour l'instant, mais est-ce que j'ai pas une trace de Ryuk qui traîne sur mon parc informatique, qui s'est pas déclenché, hein, parce que les virus, ils sont malins aussi, ils se déclenchent pas tout de suite, hein. Ils les posent sur vos postes, et puis ils attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils récupèrent des infos. Et puis l'attaque, elle a lieu 6 mois après. Donc la question, c'était est-ce que j'ai pas un Ryuk qui traîne sur mes postes et que j'ai pas vu? Donc on a développé un outil Gory Patrouille. Alors, vous verrez que dans la cyber, on parle quand même beaucoup à des militaires, donc il y a beaucoup de termes militaires. Donc cette patrouille analyse l'ensemble des postes d'un parc et remonte les informations à notre Gory pour retrouver ce qui est important. Alors je vais répondre à la question de Monica maintenant. Moi, ce que j'aime bien dans mes recrutements, c'est recruter des gens qui sont meilleurs que moi. Alors il y a plein de domaines où c'est pas difficile, hein. En cybersécurité pure, en développement, c'est pas très compliqué. Mais je travaille avec des chercheurs, je travaille avec des ingénieurs, donc on aime bien avoir un +1. Avoir quelqu'un qui apporte vraiment une vraie compétence. Sur la cybersécurité, ça peut être un major de promo qui vient d'une école prestigieuse en informatique. Moi, j'aime bien pouvoir discuter avec cette personne-là. Comme moi, je ne suis pas major de promo d'une boîte qui vient de l'informatique, j'aime bien aussi pouvoir discuter avec cette personne-là. Donc, je veux aussi quelqu'un qui puisse discuter avec moi, quelqu'un qui puisse discuter avec mes équipes et quelqu'un qui puisse discuter avec mes clients. Aujourd'hui, on est dans une phase de développement où on cherche beaucoup de gens qui viennent du marketing. Vous voyez notre Gory, je ne sais pas si vous verrez, en bas, on a une belle photo de Gory qui est notre logo. Ça vient de quelqu'un du marketing, quelqu'un qui vient de la com, qui est capable d'appuyer sur les points forts de cette technologie. On était au Salon international de la cybersécurité pendant 3 jours. Je vous assure qu'avoir cette grosse image de Gory sur un 4x3, ça attire du monde. On cherche des commerciaux. On cherche des commerciaux qui savent parler avec des gens de la cyber. Donc c'est aussi ça. C'est une start-up, c'est un ensemble de compétences. C'est que des +1 qui vont permettre d'avancer. Le dirigeant ne peut pas tout faire. Les ingénieurs, les chercheurs ne peuvent pas tout faire non plus. Et quand on comprend qu'on ne sait pas tout faire et qu'on a besoin d'être accompagné, c'est là où on gagne vraiment quelque chose et où on avance sur ces thématiques-là. Merci Régis. C'est beaucoup plus clair. En fait, on développe une technologie à l'aide de la recherche et après, nous avons quand même besoin de tout ce qui est marketing pour la mettre sur le marché, puisqu'elle ne va pas toute seule et les clients ne vont pas comprendre tout seul ce que fait votre technologie. Exactement. On peut faire le meilleur produit. Enfoncer une porte ouverte, hein, mais on peut faire le meilleur produit du monde, si personne ne le sait, il ne sert à rien. Oui. Merci. Donc nous vous remercions pour votre participation et ces témoignages prouvent que la haute technologie de rupture créée en laboratoire permet de faire de belles startups et nous ont permis d'aborder de différentes facettes de la cybersécurité. Tout d'abord, la garantie de la confidentialité avec la solution proposée par Liberon.net. Ensuite, comprendre aussi qu'il y a l'avant et l'après un incident de cybersécurité. Et de manière proactive, la technologie Scuba permet d'identifier pour vous des brèches dans votre système d'information et la technologie Gory détecte des menaces dormantes dans la mémoire de vos machines. Et tout ça grâce aux recherches menées par les chercheurs visionnaires du LORIA et d'INRIA qui ont su anticiper depuis des années des problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. S'il nous reste 5 minutes, on peut prendre des questions du public. Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur. Deux questions pour bien comprendre sur Gory. Vous venez en complément d'un antivirus ou vous venez en fait, si je comprends bien, vous êtes plus puissant qu'un antivirus, donc c'est ça en one shot, faire une analyse, mais l'antivirus sera là de façon permanente et donc. Dans 90% des cas, on vient en complément d'un antivirus. Moi, j'aime bien dire qu'on est un maillon de la chaîne de sécurité. Le seul exemple où on vient seul, c'est l'exemple dont je parlais à la fin sur la patrouille, parce qu'on nous a demandé de chercher quelque chose de spécifique. Donc c'était vraiment sur cette patrouille-là, aller chercher ce
virus-là. Alors si on en trouve des autres, on ne se prive pas pour les sortir, mais voilà, aller chercher vraiment ce truc-là qui est caché et que les autres antivirus ne trouvent pas. Mais on n'interviendra jamais seul. Et sur Scuba, pour bien comprendre, aujourd'hui il y a plein de logiciels, de solutions qui existent, où on parle de prévention, etc. Quel est très rapidement, sans rentrer trop dans le technique, quelle est la différence ou l'innovation que vous apportez? Oui, au fait, il y a beaucoup de solutions de découverte des vulnérabilités, de gestion des vulnérabilités, ce qu'on appelle les SOC, au fait, en gros. Hein. C'est-à-dire de systèmes, au fait, qui permettent de faire de la surveillance, au fait, des vulnérabilités des parcs informatiques. Il y a plusieurs solutions en France, dans le monde, il y a un paquet très intéressantes avec des technologies propriétaires achetées à l'étagère, donc il y a plein de choses. Nous, ce qu'on ramène, au fait, en plus, c'est cette fonction de chaînage, au fait, des vulnérabilités. C'est notre valeur ajoutée dans toute cette chaîne, au fait, de maintien de la sécurité. Donc il y a la découverte, il y a la protection, il y a les réactions, il y a la détection. Donc ça, c'est des produits, il y a plein de produits, au fait, qui existent. Nous, on s'intercale, au fait, on vient en plus, comme je l'ai dit dans mon discours, pour automatiser, au fait, les opérations de la cybersécurité. Et on apporte, au fait, un plus qui est cartographier, identifier, au fait, les chemins d'attaque. Et ça permet d'aider les experts pour prioriser, au fait, les correctifs. C'est-à-dire, moi, je vais corriger mes vulnérabilités. C'est lesquelles, au fait, je dois corriger? Ouais, voilà, le premier. C'est ça, comme l'a dit Arnaud, c'est le premier lesquels, au fait. Et le premier à identifier dans, je sais pas, dans une vingtaine, une trentaine, une centaine ou même plus, c'est pas facile, au fait, parce qu'il y a plusieurs contraintes. J'ai certaines machines où je n'ai pas le droit de toucher. 24 heures, 24 heures, un serveur, au fait, qui tourne dans une installation industrielle sur laquelle il y a un petit programme, au fait, développé dans les années 90, j'en ai vu, hein, des 90, la personne qui l'a développé n'est plus là, il y a personne qui est capable de reprendre le code, parce que bon, voilà, ça marche, il ne touche plus. Donc ça, comment on fait l'arrêter et corriger la vulnérabilité connue là-dessus? Et Abdelkader, s'il y a quand même une base de connaissances qui vous aide en fait à faire, si vous pouvez parler deux mots sur... Au fait, ce qu'on développe aussi dans cette solution, c'est une base de connaissances de sécurité, au fait. Donc on extrait à partir de documents de sécurité écrits ou développés par des experts, aussi au fait, des bases de données qui contiennent description des vulnérabilités connues, publiques. Hein, il y en a 120 000, 130 000. Fred peut vous donner au fait, les chiffres exacts. Il y a plein de documents de sécurité. Il y a une connaissance au fait, de sécurité qui est connue, qui existe. Au fait. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est de récupérer cette connaissance de sécurité collective et après l'analyser pour qu'elle puisse au fait, nous aider à construire ces schémas d'attaque. Il y a plein d'outils. Au fait. Moi, je suis toujours assez surpris, mais agréablement surpris, de tout le travail au fait, collaboratif et collectif au fait, dans le monde international sur la cybersécurité. Il y a plein d'outils open source, il y a plein de documents, il y a plein d'expertise, il y a plein de gens en fait, qui mettent sur le web au fait, plein d'informations. Mais le souci, pour moi personnellement, je pense un grand souci au fait, dans ce domaine-là, comment en fait, extraire tout ça, comment l'analyser, comment l'interpréter, comment le structurer pour que ce soit exploitable. Et l'une des choses qu'on a développées, c'est une base de connaissances au fait, de sécurité. Merci. Vous avez une autre question? Il nous reste quelques petites minutes. Bonjour, vous disiez que les gens étaient prêts à payer très très cher pour savoir qui les attaquait. Est-ce qu'il y a des moyens fiables aujourd'hui de savoir réellement qui nous attaque et d'en avoir l'assurance en fait? Parce que quand on regarde un petit peu la presse, on a l'impression que tout le monde s'accuse mutuellement et on ne sait jamais vraiment qui est à l'origine des attaques. Alors, c'est une excellente question parce que c'est pas facile d'y répondre. Non, effectivement, aujourd'hui, on a toujours des indices. Sur de notre côté, la façon dont est construite un malware peut nous donner des indices sur qui est à l'origine. Nous, on a des indices, donc on va aider le reverser à trouver d'où ça vient. Ceux qui sont bons à ça, mais parce qu'ils ont d'autres infos, c'est nos amis des renseignements. Parce qu'ils n'utilisent pas que le code source, que l'exécutable pour venir à ça. Ils ont d'autres sources de données, ils ont d'autres sources d'informations, c'est ça qui les aide. Maintenant,
le 100% dans ce domaine-là, il n'existe pas. Et je pense que les annonces qui sont faites quand un gouvernement en accuse un autre, c'est jamais gratuit. C'est toujours qu'il y a de fortes probabilités, à mon avis, ou qu'il y a de fortes raisons politiques de le faire. Le 100%, non, j'y crois pas. En tout cas, à cette heure-ci. Merci, merci pour vos questions, merci pour votre participation et le partage de vos startups avec nous. Merci beaucoup. Merci et merci d'être venu et nous écouter. Merci à tous.